la stérilisation particulièrement, désinfection et la stérilisation des instruments utilisés ou réutilisables. Alors, ce concept d'asepsie, eh ben, on le doit à Monsieur Louis Pasteur, qui va attirer l'attention sur la notion de stérilité et d'asepsie, qui a constitué au siècle dernier une véritable révolution au niveau des soins, particulièrement des soins chirurgicaux. Alors, ce concept dit que les micro-organismes existent dans notre environnement, la poussière, dans l'air, dans le sol, et ça peut entraîner des maladies infectieuses lorsque ils vont contaminer un corps humain, particulièrement un corps qui est fragile ou fragilisé, ou là quand il y a une brèche, l'exemple de la plaie. Et ce concept de micro-organisme, de l'existence de tout un on va dire un monde vivant qu'on ne voit pas de visu, est quelque chose d'important et qu'on oublie au quotidien, et que peut-être que la mauvaise expérience du Covid nous a permis quand même de réaliser que autour de nous, il y a des germes qui peuvent potentiellement nous rendre malades. Et c'est quelque chose que nous, en tant que praticiens, on ne doit pas oublier dans notre quotidien de pratique, particulièrement quand on est praticien, obstétricien, et au quotidien, on pratique dans un environnement où, et puis avec avec un potentiel pathogénie pour nos patients. Si bien sûr les règles d'asepsie d'hygiène ne sont pas prises en compte. Donc, en d'autres mots, le respect des règles d'asepsie est fondamental à chaque fois que l'on réalise un geste de soin, ce qu'on fait au quotidien, particulièrement quand c'est un geste invasif et qu'il y a de la chirurgie. Alors, quel est l'intérêt de la question? Il n'est pas à rappeler qu'on est un pays jeune et on est un pays avec un taux de procréation qui est élevé. Alors, on a ici des chiffres du Programme national de périnatalité de 2015 qui rapportent plus d'un million de naissances vivantes, avec en moyenne 2700 naissances vivantes par jour. Cependant, on a une mortalité néonatale qui n'est pas négligeable, qui est de près de 14 pour 1000 naissances. Et du coup, cette mortalité peut être réduite, et l'une des méthodes, l'un des moyens de réduction, c'est justement de faire attention et de respecter les règles d'hygiène. Et vous allez le voir sur ce schéma, l'infection fait partie des premières causes de mortalité périnatale, soit 30% du chiffre total, à côté bien sûr de l'asphyxie, des soucis de prématurité ou de problèmes congénitaux. L'infection fait partie des principales causes de décès néonatal. Et l'infection, c'est simple, on peut la prévenir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'asepsie en salle de naissance. À côté de l'infection néonatale, c'est-à-dire du retentissement sur notre nouveau-né, enfant naissant, on a l'infection maternelle. Et donc, on soigne une femme, et on la soigne, on ne doit pas entraîner de pathologie. Et puis, les infections maternelles, comme l'infection du site opératoire, notamment de l'épisiotomie ou de la déchirure périnéale, les infections génitales hautes, notamment l'endométrite du postpartum, les infections urinaires, tout ceci fait partie du spectre des infections qu'une femme peut contracter quand elle rentre dans une salle d'accouchement. Et là, on va soulever la notion d'infection associée aux soins. Qu'est-ce que c'est qu'une infection associée aux soins? C'est des infections dites associées, donc survenant au cours ou au décours d'une prise en charge, soit diagnostique, soit thérapeutique, soit préventif, et si elle n'était pas présente, bien entendu, quand le patient était pris en charge ou en contact avec le soin, ni en incubation en début de prise en charge. Donc, il y a d'autres notions à côté des infections associées aux soins. On a l'infection nosocomiale. Donc, l'infection nosocomiale, c'est une infection associée aux soins, mais qui a été contractée
à l'hôpital, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'établissement hospitalier. Quand on dit soins, c'est des soins qui peuvent être prodigués à domicile, en médecine de travail par exemple, dans les établissements scolaires, par exemple pour la vaccination, etc., etc. Beaucoup de circonstances où où un patient peut bénéficier de soins. Mais les infections nosocomiales sont des infections qui sont contractées à l'hôpital. En général, on dit que toute infection qui se déclare 48 heures à une année après une hospitalisation, bien sûr en fonction du tableau clinique, est une infection nosocomiale jusqu'à preuve du contraire. Alors, le malade va soit s'infecter avec ses propres germes, liés au fait, par exemple, qu'il y ait un acte invasif. C'est le cas de, par exemple, d'une fragilité particulière liée, par exemple, à un déficit immunitaire ou un souci de santé qui a amené le malade à consulter. Et puis, ça peut être lié à des micro-organismes qui peuvent être d'origine exogène, c'est-à-dire d'autres malades qui vont transmettre à notre patient lui-même. Donc, c'est la transmission croisée. Le personnel aussi peut être porteur de germes transmis au patient. Et puis, l'environnement hospitalier, bien entendu, surface, air ambiant, matériel utilisé, ou le matériel particulièrement réutilisable, ou matériel à usage unique mal utilisé. Alors, en pratique, quand on dit asepsie, ben, cela veut dire un respect d'un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à avoir des gestes au quotidien, des gestes qui vont devenir réflexes, mais des gestes qui sont parfois simples, mais qui ne doivent pas être négligeables. Alors d'abord, on a le soignant, qui doit avoir une tenue adaptée, le lavage soigneux des mains, en fonction de l'acte, soit chirurgical, voire lavage chirurgical ou aseptique des mains. On a l'asepsie de la peau du patient quand on a, par exemple, un geste invasif à faire. Et puis, bien sûr, l'environnement, bien sûr, et surtout l'environnement du travail. Vous avez ici une planche récapitulative qui un petit peu émaille toutes ces conditions pour permettre l'asepsie. Alors, qui dit soin ne dit pas forcément un soin stérile. Ça peut être un soin stérile ou non stérile. Donc, le soin est stérile quand on fait vraiment un geste où aucun micro-organisme ne doit être introduit. Donc, et donc, ces micro-organismes sont éliminés soit par des moyens physiques ou chimiques. Donc, l'environnement du patient doit être exempt de germes. C'est le cas du bloc opératoire et de la salle de naissance qui doit être actuellement assimilable à un bloc opératoire. Et bien sûr, une décontamination au maximum, particulièrement des chambres de patients, des salles de soins communs. Et puis, ces soins stériles concernent surtout les gestes invasifs, notamment la pose d'un cathéter, la pratique d'une épisiotomie, la pratique la réfection d'une lésion et autres. Donc, et puis, on a les soins non stériles. C'est les soins qui sont prodigués au quotidien avec du matériel propre, mais pas forcément stérile. Donc, c'est l'hygiène standard. Donc, ça concerne surtout, par exemple, les gestes de nursing, les toilettage, prise en charge générale. Alors ici, on a un exemple d'une tenue adéquate dans une salle de naissance, c'est-à-dire qu'il faut avoir les cheveux attachés avec un calot ou une charlotte qui va prendre qui va prendre toute la tête et les cheveux, notamment pour la gêne féminine qui est majoritaire, pour ne pas dire exclusive dans notre métier. On a la bavette ou le masque chirurgical, on a la tenue de bloc opératoire adaptée. Et puis, bien sûr, pas de bijoux aux mains et aux avant-bras. On évite les bagues, les montres quand on est en salle de naissance. Donc,
En d'autres mots, habillage stérile. Donc, la tenue vestimentaire en salle de naissance est constituée d'un pantalon, d'une casaque, d'une coiffe et de chaussures adaptées. Alors, le rôle de cette tenue, c'est d'abord de protéger le personnel ou le praticien en prévenant sa contamination potentielle, qui pourrait ensuite contaminer d'autres patients et contaminer le site opératoire, et puis protéger aussi notre patient. Alors, on a le lavage et le traitement des mains. Les mains sont le principal porteur de germes, donc on évite, je me répète, les bijoux, les montres, les ongles doivent être courts, on évite les vernis, les capsules et tout ça. On se lave les mains à chaque fois, à chaque étape, et puis à chaque geste, son lavage spécifique. Donc, quand c'est un soin de base ou qui ne nécessite pas non stérile, on fait un lavage de base, ou sinon on fait un lavage chirurgical. Et puis, bien sûr, il faut porter des gants à usage unique. Le masque, ils doivent complètement couvrir le nez et la bouche. C'est bien que l'air expiré est porteur de gouttelettes, de sludge et peut-être porteuse aussi de germes donc, qui peuvent contaminer, notamment des germes de la flore digestive et aérienne qui peuvent contaminer donc, notre patient. Ce masque doit être parfaitement ajusté à la forme du visage et attacher les 2 cordons à l'arrière de la tête. La préparation de la patiente, bien sûr, donc dès l'admission en pré-travail, avant d'entrer en salle de naissance, donc l'aide-soignante ou la sage-femme doit s'atteler à préparer cette patiente à son accouchement et à son travail d'abord et à son accouchement. Donc, en général, on va changer les vêtements. Donc, la patiente va se délaisser de ses vêtements, de ses effets personnels. On sait très bien que c'est important de donner de l'importance à ce détail, parce que parfois il y a des incidents liés à la perte d'effets personnels à l'hôpital. Donc, la patiente se délaisse de ses effets personnels qu'elle va confier à une personne qui a de confiance. Et on fait porter une casaque adaptée, casaque de patiente, avec un bonnet pour attacher les cheveux et les garder. Et puis des chaussons et surtout un drap propre. Voilà, ça doit être dans le meilleur des mondes. Après, pour nous, on encourage parfois, quand il n'y a pas les moyens d'offrir tout ça aux patients, d'apporter un drap propre avec elle, d'avoir quelques champs propres pour l'usage et une robe légère pour la durée du travail, pour les différents examens obstétricaux. Voilà, maintenant, c'est pour parler du système D, mais idéalement, c'est une casaque jetable et des draps propres de l'hôpital. Bien sûr, si on prépare l'accouchement, on doit préparer l'arrivée du bébé. Donc, la salle de naissance doit être à une température ambiante moyenne de 24 à 26 degrés. Il faut limiter l'accès aux intervenants, c'est-à-dire qu'au moment de l'accouchement, il doit y avoir la sage-femme, l'aide-soignante, l'infirmière et l'aide-soignante. Ensuite, peut-être un apprenant ou 2, mais ne pas avoir trop de monde dans la salle d'accouchement, c'est l'idéal. Certes, là, on est en train de parler des conditions idéales d'accouchement. Hein. Table de réanimation du nouveau-né, avec chauffage radiant et bien sûr avec 3 croix, le chronomètre. Vous savez très bien que dans la réanimation du nouveau-né, les secondes qui passent et les minutes qui passent sont très importantes à quantifier, donc on doit avoir un chronomètre qui marche. On doit avoir du linge préchauffé et un bonnet pour notre nouveau-né avec le matériel de réanimation. Bien sûr, on prendra soin de mettre des champs sur la table d'accouchement, des champs propres pour l'examen obstétrical et stériles pour l'accouchement. Et le sac stérile des kits d'accouchement a la particularité d'avoir un collecteur sous fessier. Ça va nous permettre de quantifier les pertes sanguines au cours de notre accouchement. Et ça, c'est dans l'idéal quand on dispose de matériel jetable, de champs jetables, de
de kit spécifique à l'accouchement jetable. Sinon, le bassin, qui est classique, qui fait partie de la panoplie de l'obstétricien, fait très bien l'affaire. Voilà, donc le port de gants, donc gardez à l'esprit qu'au moment de l'accouchement, il faut mettre des gants stériles. La technique de port de gants est très importante pour ne pas contaminer ces gants. Donc, on prélève les gants. Là, cette planche récapitule le port de gants de soins. Donc, on les prélève de leur emballage en touchant une surface limitée correspondant au poignet, à la limite du gant. On enfile le premier gant. Ensuite, le second avec la main non gantée et on ne touche qu'une surface limitée correspondant au poignet. Et puis, une fois les gants enfilés, on ne touche plus rien, que le matériel nécessaire pour le soin. Ensuite, on a le port de gants stériles qui est encore plus codifié, c'est-à-dire qu'on ouvre les gants, on les pose sur la table en ouvrant notre emballage de façon à ne rien toucher. On a pour principe de toucher que ce qui nous touche, c'est-à-dire qu'on va vers la surface qui est talquée, qui est censée aller en contact avec la peau. On se munit du premier gant qui est généralement pour la main non dominante, on enfile. Et ensuite, dès que la main non dominante est gantée, on a le droit de toucher le deuxième gant sur la surface stérile et on enfile comme c'est montré sur l'image. Voilà. Et là, on a des mains gantées de façon stérile et donc qui ne seront en contact qu'avec la surface stérile du champ de table ou du champ de notre prise en charge champ opératoire, entre guillemets. Là, c'est une photo du trousse d'accouchement stérile, donc qui est conçu qui est vraiment conçu pour l'accouchement. Donc cette trousse, dans l'idéal, devrait être disponible dans toutes les maternités et pour toutes les femmes admises en salle de travail pour un accouchement voix basse. Donc on a un champ, un couvre-table de 110 cm pour la table de travail, là où on va mettre notre matériel de chirurgie périnéale. On a un champ sous-fessier qui est plus grand et qui va couvrir la table, donc, de 1,50 m et sur 1,10 m. On a un champ abdominal qui peut permettre l'intimité de la patiente, entre guillemets, mais aussi éventuellement pour recevoir le bébé quand les conditions le permettent. Un champ d'accueil pour le bébé qui est, vous allez le voir, qui est blanc, cotonné et absorbant. Des compresses non tressées et un essuie-main. Voilà. Voilà pour le champ de la table d'accouchement, donc le sous-fessier. Le champ abdominal que moi j'ai choisi d'utiliser pour la table chauffante. Table chauffante, on vérifie toujours que la température est bonne et qu'elle fonctionne. Le chronomètre. Je ne saurais insister suffisamment pour le chronomètre. Vous avez ici une photo qui montre le champ d'accueil du bébé. Et ici, un exemple de table opératoire pour un accouchement voix basse avec donc chirurgie périnéale prévue, notamment épisiotomie ou réfection de déchirure. Donc, vous avez les valves vaginales, le porte-aiguille, le ciseau droit qui sert pour l'épisiotomie, qui peut servir aussi de coupe-fil. Mais idéalement, on doit disposer de 2 paires de ciseaux. La pince à disséquer, toujours essayer de travailler avec une pince à disséquer. Et voilà, les compresses. Et surtout la cupule remplie de bétadine. Ne pas oublier de badigeonner le périnée et le vagin. Donc faire une toilette périnéo-vaginale, vulvo-périnéo-vaginale au moment de notre accouchement, de notre expulsion. C'est l'une des étapes donc, de l'asepsie. Ça va permettre la stérilisation des téguments des parties
génitale maternelle, notamment pour le passage de notre fœtus et pour notre chirurgie périnéale. Bien sûr, on prépare à côté aussi l'arrivée du bébé, donc les glandes de Barre, une lame de bistouri, idéalement un ciseau pour la coupe du cordon ou bien une lame de bistouri stérile à usage unique. Donc ça, c'est pour souligner le fait qu'il ne faut pas utiliser le ciseau de l'épisiotomie pour faire le cordon. C'est très très important de prendre en compte ce détail. Ici, vous avez une image d'une table de réanimation du nouveau-né idéale avec donc la lumière, le chronomètre, le contrôle de la température. On a la source d'oxygène qui doit être vérifiée déjà avant notre accouchement. On a le système de succion pour l'aspiration et la libération des voies aérodigestives de notre nouveau-né. Et puis, éventuellement, un kit de réanimation si cela est nécessaire. Voilà, un ballonnet et un masque adapté à petite frimousse au visage de notre nouveau-né. On va utiliser au besoin, bien sûr, pas dans tous les cas. Et donc, sans plus tarder, donc c'est un sujet passionnant, mais qui est plus pratique. Donc, on arrive à notre conclusion. L'accouchement est un événement capital dans la vie d'une femme. Il peut avoir des retombées immédiates et à long terme sur la mère et l'enfant. Et donc, cela est conditionné par des soins particuliers. Et puis, au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas les introduire? Ça, c'est la phrase de Monsieur Pasteur en parlant donc de ce monde qui est le monde des microbes et donc le monde de l'asepsie. Voilà, donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bon, on pourrait un peu court, mais si vous avez des questions, je vous propose de les mettre sur le chat, parce que finalement, c'est plus un cours interactif et surtout une occasion de discuter de ce détail important qui est l'asepsie en salle d'accouchement.
Sorour, vous levez la main, mais je ne sais pas si j'ai les moyens d'activer votre micro. إذا حبيتي تشعلي الميكرو انت وتهضري اكتيفي له راني نسمع فيك ها Oui, madame. صباح C'est ma الخير fille. مرحبا Ça va, راني madame? نسمع فيك très bien Merci pour cette formation. J'ai une petite question concernant la table d'accouchement. oui Est-ce que la sage-femme elle a déjà le droit de nettoyer les oui différentes parties de la parti table d'accouchement? Oui. Et quels sont les risques sur elle-même et sur la patiente? Et merci. alors en principe dans un environnement hospitalier chacun a ses tâches et qu'il y a des personnes Oui, qui ont des tâches bien particulières et que la femme de salle est censée être là pour s'occuper de l'hygiène des surfaces. Ou là, agent de surface, c'est-à-dire que c'est à elle de faire le nettoyage de la table, de la surface du parterre non, toute et la des table. murs. C'est pas juste les surfaces. Toute la table. Oui, bon. Donc, Oui, normalement, c'est la femme de salle qui s'occupe de ça. Mais après, je sais bien que dans les structures périphériques, on est en effectif réduit, mais on n'est pas nombreux. Il y a la sage-femme, parfois l'aide-soignante ou l'infirmière. Maha. Donc, le fait de nettoyer, oui, je ne sais exactement. pas si ça fait partie du soin, mais du vouloir bien faire. Oui, Même si ça ne relève pas de la sage-femme de nettoyer. Parce qu'on est censé s'occuper de la patiente et que on n'est pas censé s'occuper des surfaces. Et on est oui. censé avoir du matériel stérile à notre disposition et c'est l'aide-soignant qui s'occupe de fournir ce matériel et de faire pratiquement aide opératoire pour pouvoir donner le soin. Mhm. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Soro. Oui, merci. Mais si vous êtes obligé, personnellement, moi, quand je fais mon accouchement, je nettoie même ma patiente, je l'habille et tout ça parce que je trouve que ça fait partie Oui, de mon c'est accouchement. Ça fait partie de systématique, mon madame. accouchement La de partie finaliser la superficielle, chose. oui, madame. La partie superficielle et la femme qui accouche, c'est systématiquement, on nettoie. Mais la table d'accouchement, on n'est pas normalement obligé On n'est pas de la obligé, oui. nettoyer. Mais Oui. qui تكوني وحدك vous n'avez Mais pas le choix et que vous je avez, je pense que sais pas. c'est Les un choses risque, je pense. euh, personnel, un choix personnel pour bien faire les choses. Après كي يكون Oui, الواحد عنده trousse stérile, que عنده les champs stériles يقدر يحطهم et tout ça. Voilà. Mais je sais que les conditions ne sont pas optimales. Mais par exemple, oui. si vous prenez soin de bien mettre vos gants, de toucher que le matériel stérile et la patiente, voilà, tout ça déjà, c'est d'essayer de bien faire les choses. Merci Sorol pour votre intervention. Oui, oui, les sages-femmes dans les structures de proximité font tout. Oui, c'est une réalité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous. Les gens de Skikda, là, vous êtes nombreuses. Wahda minkom veut donner un témoignage. العلمة. Merci, Tahmani, c'est très gentil.
il faut juste m'envoyer un mail ou je vous réponds en envoyant la présentation. يسمحوا لي برك اللي بعثوا لي على لي مانوفر اوبستريكال ما بعث لهمش حتى اليوم باسكو جافي واحد ان بروبليم مع ما بواط ميل ما كانتش تخرج اون فورما باوربوينت دونك حتى جي كونفيرتي ان بي دي اف وحتى اليوم باه بعثت مي فوالا جو بو vous envoyer la présentation ماشي مشكل. faut juste m'envoyer un petit mail باه انا يجيني سهل. Je fais réponse ou نبعث directement. Voilà. Il y a un manque, mais Kolo, c'est le fait de parler, le fait d'avoir des réunions qui m'aident ou نهضروا على الحوايج هذوما qui vont faire que les choses رايحين يتقدموا إن شاء الله. Donc, voilà. Et puis, ne pas hésiter à écrire, à demander aux administrateurs parce que هما ساعات ما يعرفوش باش لازم يكون dans une salle d'accouchement. Donc, الوحدة لا sage-femme, même si راهي وحدها دير un écrit, voilà, نسحقوا les trousses d'accouchement adaptées. هو يكتب ثاني يزيد demander les فوقو ou peut-être, j'espère que ça peut être un moyen pour باه يكون تاويل. Mais voilà, ça dépend des prévisions à chaque fois de la personne qui gère le stock. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat. Alors, je vous propose de me donner des thèmes, les حابين نهضروا عليهم, ou là, je vous prépare des cours, là, des présentations sur des thèmes. الواحد اللي يحب يكتب في الشات ولا يقول à voix haute. Anna, je vais prendre note. Je vais prendre note pour préparer les cours pour la suite de la formation, Inch'Allah. Oui, ça, c'est un bon thème. Donc, accouchement. Séropositif. C'est un bon thème, donc je connais que c'est Aïcha, ben, fin novembre, Inch'Allah, la première semaine de novembre, on va faire l'accouchement chez la femme porteuse du VIH et de l'hépatite. On va faire deux cours différents. On va faire un rappel sur le VIH, sur ce que ça implique sur une grossesse, donc une grossesse chez une femme VIH, et l'accouchement, bien sûr, d'une femme porteuse de VIH. Un cas promis pour le prochaine thématique. يعني احنا le bureau de la formation, Madame Saouli notamment, m'a demandé de parler d'hémorragie délivrance, de rupture utérine, d'embolie amniotique. Mais je trouve que c'est tout à fait aussi intéressant de parler de VIH et d'hépatite. Réanimation du nouveau-né en 5 minutes. Réanimation du nouveau-né, ce sera probablement un pédiatre qui vous le ferait. Mais oui, je vais écrire. Contraception et pose de DU. La pose de DU, peut-être, ça serait une bonne occasion de faire à l'INSP. Je ne sais pas. Contraception du postpartum. Okay. On a fait le thème de la dystocie des épaules. Si vous voulez, envoyez-moi un mail, mon mail obgyn.no qui est affiché, je vous envoie la présentation. Après, ce qu'il y a à dire sur la dystocie des épaules, c'est que le mieux, c'est de prévenir. C'est-à-dire de ne pas arriver à la situation où on a une dystocie des épaules, qu'elle soit vraie ou totale ou partielle, vraie ou fausse. Le meilleur moyen, c'est de prévenir. C'est-à-dire de bien examiner sa patiente, de faire une hauteur utérine, de faire un examen obstétrical, notamment un examen du bassin, et de ne pas arriver à la situation catastrophique de la dystocie des épaules.
Voilà. Après, si on y est, on a dit que la première manœuvre, c'est la position de Mac Roberts, c'est-à-dire améliorer la position, la courbure du bassin et l'expression suspubienne pour réduire un petit peu le diamètre biacromial et permettre la descente de l'épaule. Ensuite, sinon, quand c'est extrême, c'est une dystocie sévère, la manœuvre de Jacquemier, mais elle est dans le schéma. Si vous voulez, je vous partage la présentation et Inch'Allah, vous allez comprendre. Moi, j'ai délivrance. Le souci du DU, c'est que je crois que depuis 5 ans ou un peu plus, c'est devenu un acte médical. Donc, je ne sais plus si les cadres obstétriciennes, ça fait partie des prérogatives de poser un DU. Je ne sais plus. Mais je me renseigne, promis. Les sujets gynéco. Les sujets gynéco, je vous propose de faire abcès du sein, éventuellement. Si vous voulez, on peut parler aussi de douleurs pelviennes, aiguës ou chroniques.